Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors aujourd'hui, on va parler gourmandise, mais pas n'importe où. Où est-ce qu'on va? C'est parti, réponse en images. Et c'est le 49, le Maine-et-Loire. Alors suivez-moi, on va tremper nos museaux dans des chaudrons. À tout de suite. Et bonjour Stéphane. Bonjour Xena. Je suis trop contente de te revoir parce qu'on a eu l'occasion déjà de se rencontrer. Oui. Merci d'avoir pris le temps pour moi. Tu es le fondateur de Maison Perrotte. Alors on va parler de toute cette histoire, mais avant toute chose, c'est un peu la maison de la confiture haute couture, souvent comme c'est décrit. Je voudrais que tu me racontes un peu le début de cette histoire qui a commencé vraiment en 2016, mais en fait si on tire un peu les fils, c'est bien depuis bien plus longtemps, non? Bien plus tôt, oui. Ah, la Maison Perrotte, elle a démarré en 2016 officiellement, du moment où je suis passé effectivement du statut d'auto-entrepreneur au statut de société. La base de la Maison Perrotte, ça a fait 10 ans puisque j'ai démarré réellement en novembre 2013 dans la cuisine de la maison. On y est. Voilà, on a fêté nos 10 ans le mois dernier. C'est effectivement un démarrage suite malheureusement à un échec. Ok. Voilà. Parce que quand on revient un petit peu à quelques années en avant, t'étais quand même dans les métiers de bouche. Tu as commencé charcutier traiteur, c'est ça? Ou boucher? Oui, j'ai commencé charcutier traiteur, Okay. J'ai un CAP de charcutier traiteur, Ouais. et puis une médaille de bronze au meilleur apprenti de France en charcuterie. Et puis après, j'ai suivi un cursus sur l'ensemble des métiers en tant que chef de cuisine, en tant que même directeur commercial, et puis j'ai été chef boulanger-pâtissier. Oui, donc tu as toujours traîné dans ce milieu-là, quoi. Bah moi, mon milieu familial est déjà issu je suis la 4e génération des métiers de bouche. Je suis le seul fabricant. On avait beaucoup d'épiciers, on avait beaucoup d'agriculteurs, des propriétaires terriens. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai été pris dans cette spirale, cette Ouais. cette passion malgré tout. Et donc justement, tu parles d'une passion, mais qui a pu éclater comme ça par un échec en fait. Tu es passé par un échec pour réussir cette ascension? Alors, je suis passé par plusieurs échecs, parce que voilà, c'est les échecs qui sont formateurs, et souvent, on voit toujours la réussite, le dessus de l'iceberg, mais on ne voit pas ce qui se passe en dessous. J'ai fait un cursus, voilà, j'étais pas un élève assidu à l'école. Ça arrive. Voilà, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai commencé à décharger des camions sur les marchés à 14 ans pour me faire un petit billet, et puis je suis rentré en apprentissage. Et puis après, voilà, je suis parti sur d'autres métiers parce que je voulais apprendre d'autres métiers. Je suis juste un passionné de technique, donc je suis allé en cuisine, je suis allé en boucherie, j'ai fait aussi de la poissonnerie. Le goût du travail et de l'effort, quoi. Le goût du travail et de l'effort, et puis surtout, comprendre les différents métiers, comprendre les différentes techniques. Et puis il y a quelques années, mes parents sont arrivés en Anjou. On est originaire du Cotentin, et j'ai voulu effectivement me rapprocher de mes parents. Ça c'était en 2007, et puis en 2008 la crise financière est arrivée. J'avais repris une société, et premier échec, des impayés clients qui font qu'au bout d'un an, quand on n'a pas montré de trésorerie sur une société, terminado, dépôt de bilan, liquidation et tout. Donc premier échec. Donc derrière, on continue d'y croire, on continue à travailler, et puis on remonte avec ma femme une petite activité de boulanger, pâtissier, confiturier. On monte jusqu'à 3 boulangeries, et puis on s'appuie sur quelqu'un qu'on avait croisé sur les bords des terrains de foot avec nos enfants. On sympathise, et puis il nous dit qu'il est expert comptable, donc on croit. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, il nous met dans le mur parce qu'il n'était pas diplômé d'expertise comptable. Ah, d'accord. Okay. Donc deuxième échec, on perd tout. On se retrouve à l'époque. Tu repars à zéro là? Là on perd tout, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à zéro, on est en dessous de zéro. On se retrouve avec une famille de 6 enfants, avec 660 € par mois pour vivre, un loyer de 900 €. Voilà. Donc là, l'équation n'est pas bonne. Voilà, il y a des problématiques forcément. On a l'aide alimentaire, et puis je dis à ma femme, je me charge de la reconstruction, tu gères l'urgence, et moi je me charge de la reconstruction. Donc j'ai récupéré 2 bassines à confiture que j'ai sauvées effectivement de nos boutiques, et puis j'ai démarré dans la cuisine de la maison, voilà, avec 2 bassines à confiture. Des bassines que tu as encore maintenant dans tes ateliers? Que j'ai toujours, ouais. Et donc de ces bassines, dans ta petite cuisine en mode confidentiel, j'imagine que tu récupérais des imperdus de fruits? On travaillait avec effectivement des petits producteurs à côté de chez nous, localement, pour faire les premières confitures. Et puis
Puis on commence à fabriquer, puis une semaine on fabrique, puis la semaine d'après on va essayer de vendre ces pots. Sur les marchés du coup? Bah, alors pas sur les marchés, mais directement sur les professionnels, parce que moi je trouvais que c'était une perte de temps sur les marchés, parce que en fin de compte on va pas vendre grand chose en immobilisant presque 7 heures de travail avec un retour qui est très faible. Et puis vu l'urgence de la situation, voilà. il fallait que de toute façon ça parte direct, quoi. Donc il fallait effectivement qu'on arrive à, on va dire, pouvoir vivre au moins de cette activité, quoi. Et toi, tu n'avais pas de doute sur le fait qu'elle serait bonne? Ah, je dirais pas que j'avais pas de doute. Hein. Je dirais que voilà, la chance va aux audacieux, oui, bah, peut-être à la folie. Ouais, bah, un bon mélange des voilà. deux. Ouais. Donc j'ai tenté. Et, donc la première année, ma femme, effectivement, la première année, on commence à se développer. Je me sors un petit salaire de 600 €. Et ma femme me dit, bon, va falloir tu trouves autre chose parce que faut faire bouillir la marmite. T'es gentil, bah, c'est le cas de le dire. C'est ça. Donc je dis, bah, laisse-moi un peu de temps. Et puis il y a le concours du meilleur confiturier de France qui se présente. Donc, je vais présenter 3 produits sur ce concours. Et là, c'est le sacre. Et je gagne ce prix et ce concours. Donc là, ma femme me dit, bon, allez, il y a peut-être un truc à faire. Je te laisse une année de plus, quoi. Voilà. Bon, alors d'une année de plus, on continue à travailler, on continue à essayer de bien faire les choses. Entre deux, on rencontre voilà, des chefs de premier plan comme Thibaut Ruggieri qui s'était installé juste à côté, qui trouvaient nos produits très intéressants et avec des échanges qui ont permis aussi de faire avancer la vision du produit. Et puis un bouche à oreille important aussi, j'imagine, au niveau des chefs. Oui, un bouche à oreille important qui se fait, oui. Et puis après, comme je disais, c'est toujours la démarche souris aux audacieux, c'est-à-dire que Thibaut Ruggieri, qui était Bocuse d'Or en 2013, trouve bien les produits. Je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser auprès des chefs. Donc, je profite par le biais des réseaux sociaux de contacter un autre chef qui était Jean Sulpice, qui était à l'époque 2 étoiles Michelin à Val Thorens, en lui disant, voilà, je fais des confitures, est-ce que je pourrais vous envoyer quelques produits pour que vous me donniez votre avis? Et puis j'envoie voilà, quelques produits en début de semaine, et le vendredi, en livraison, je reçois un appel, oui, salut, c'est Jean, dis-moi, c'est de la tuerie, comment je fais pour commander? Et là, si j'imagine que ce moment-là, pour toi, tu t'es dit, mais bien sûr, j'étais fait pour ça, en fait. Bah oui, je me dis, voilà, il y a certainement un créneau à creuser. Sur le métier en soi, moi je le trouve magnifique parce qu'on est à cheval sur tout ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire qu'on est à cheval à la fois sur la cuisine, à la fois sur la pâtisserie. On a la rigueur de la pâtisserie, mais il faut aussi comprendre les cuissons des fruits par rapport effectivement à la cuisine. Donc c'est un lieu d'épanouissement merveilleux, quoi. Tu parles de confiture, mais en vrai, c'est pas estampillé confiture, il n'y a pas une histoire de dosage de sucre, justement, où il y a un truc un peu cocasse autour de ce mot qui... Oui, c'est qu'on aime bien légiférer sur beaucoup de choses en Europe, et on a légiféré sur l'appellation confiture, bien sûr, donc il y a un minimum de sucre imposé pour avoir cette appellation, qui est de 55 grammes de sucre pour 100 grammes de produit fini, mais qui est une appellation obsolète en termes de quantité de sucre, puisque maintenant on va chercher des produits moins sucrés, moins salés, mettre plus le fruit en avant, donc effectivement, moi je suis sorti de cette appellation, quand il y a un clivage qui est pas bon, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui fait défaut, autant aller vers ce que le consommateur demande aussi, et la santé demande aussi, parce qu'à un moment on n'a plus besoin. Donc du coup, dans tes produits, que tu appelles comment? On s'appelle préparation à base de fruits. Préparation à base de fruits, c'est beaucoup de fruits, très peu de sucre, ou du bon sucre, c'est du sucre de betterave? Oui, alors c'est beaucoup de fruits, déjà, on est au minimum à 62% de fruits. On va jamais au-delà des 65 parce que c'est aussi de la chimie, c'est-à-dire que un fruit c'est 90% d'humidité. Donc au-delà de 65%, on va avoir trop d'humidité à évaporer, donc on va créer des surcuissons. Et après, on travaille avec des fruits qui ont une charge en sucre très importante naturellement, parce que le sucre du fruit, il a le goût du fruit. Et le sucre qu'on rajoute, nous on travaille avec du sucre de betterave, puisqu'en France, on a la production de sucre de betterave dans le nord et l'est de la France. Donc ça nous permet de travailler avec un ajout de sucre, qui est juste en fin de compte l'élément conservateur pour avoir la conservation du produit. Tout en respectant le goût du fruit, et on ne s'entend pas que le sucre quand on mange la confiture, ce qui est souvent un peu le problème. C'est vraiment la problématique, oui. Et puis je dirais que c'est la problématique parce que souvent, on n'a pas forcément des fruits d'extrême bonne qualité. Donc forcément, c'est compliqué, quoi. Et toi, tes fruits sont circuit court? Alors on travaille en circuit court, mais pas que. Mais on a une majorité en circuit court. Tu vois, si je prends 2 exemples, on a reçu hier matin des ananas de la Réunion. Ok, donc là, circuit moins court, mais cueillis. Alors, moins court, mais ce sont des ananas français. Ouais. Donc ça, faut pas l'oublier. Bien sûr. Voilà. Et des ananas qui ont été cueillis dimanche.
qui ont été expédiés dimanche de la Réunion, qui sont arrivés mardi chez nous et qui sont mis en cuisson aujourd'hui. Ah ouais. Donc Donc on est quand même sur un circuit incroyable, court avec ouais. une fraîcheur incroyable. Et surtout, on était en direct avec le producteur. Donc ça nous permet d'avoir un fruit qui a vraiment pris une charge en sucre importante sur le plant, quoi, Ouais. directement. Et surtout, tu sais aussi quelle est sa façon de travailler, qu'il n'exploite pas des petits-enfants, ou j'en sais rien. Moi, j'étais en début d'année à La Réunion pendant une dizaine de jours, et puis ça m'a permis de faire le tour des producteurs, de voir les méthodes de travail, mais aussi sur le sourcing de la vanille. Voilà. Mais on fait après, en proximité, on le fait aussi, puisque en début d'année, sur notre saison d'agrumes, on travaille à peu près 17 à 18 variétés d'agrumes. On a ce que j'appelle 5 agrumes de terroir qui, là, vont être cherchés soit en Sicile, parce que c'est une orange très particulière. Et puis après, on a les 13 autres proviennent de France, dont 8 qui proviennent d'Anjou, parce qu'on a aussi des agrumes en Anjou. Ah ouais. J'ai rencontré un producteur qui fait du plant d'agrumes en Anjou, qui est le seul producteur à être certifié en Europe, à la fois sur les plants, mais à la fois sur les fruits, en agriculture bio. Et donc, lui, il se retrouve à la fin de sa saison des plants, avec des arbres qui ont fait une fructification. Et donc, ces fruits-là étaient perdus. Donc, il est jeté à la destruction parce qu'il ne pouvait pas les utiliser. Donc, nous, on va en racheter une partie à chaque fois, en fin de saison, ce qui fait, 1, une valorisation supplémentaire, 2, des fruits locaux, et 3, en agriculture biologique. Et ça fait un revenu supplémentaire aux producteurs aussi, puisque avant c'était perdu. On parlait de tes producteurs, donc j'ai compris que tu étais très engagé avec eux et que vraiment tu leur faisais confiance en fait sur la façon dont ils produisaient, mais aussi la façon dont l'impact de l'environnement et de leur production. Ça, c'est quelque chose d'important pour toi? Nous, c'est important. Il n'y a pas que chez le producteur, mais chez Maison Perrotte, on essaie d'avoir une vision globale des choses. La première, c'est que déjà, quand on travaille avec un producteur, ils sont un petit peu déboussolés parce que ils sont tellement habitués à être pressurisés au niveau des prix et de la démarche que la première chose qu'ils me demandent, c'est je te livre quand? Donc moi, je lui dis, je sais pas. C'est toi qui es dans le verger, je veux juste le meilleur de ce que tu sais faire. Maturité, voilà. Okay. Donc déjà, c'est ça. Donc ça déroute un petit peu. Après, il me dit, mais tu les veux à quel prix? Non, tu me fais le prix que tu as besoin pour vivre. Je suis pas en train de chercher un prix, je suis juste en train de chercher le meilleur produit et je veux que tu puisses vivre de ton activité. Demain, si nos producteurs français ne sont pas capables de vivre de leur travail, on n'aura plus tous ces beaux produits. Il faut savoir qu'on a une agriculture en France qui est juste excellente en démarche qualité. On est sans arrêt nos agriculteurs sont sans arrêt en train de chercher à faire mieux, à faire des meilleurs produits. C'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Et souvent, on leur tape dessus alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Donc ça, c'est déjà la priorité, c'est 1, c'est toi qui décides. 2, le prix, c'est toi qui le choisis. 3, c'est toi qui sais quand est-ce que tu dois me livrer. Je veux juste le meilleur. Et puis après, c'est un rapport de confiance humain. Et puis, on n'est jamais déçu parce que quand vous payez, c'est juste du bon sens, quand vous payez votre producteur comme il faut, que vous le laissez faire, et que vous lui dites, voilà, moi je te paye en temps et en heure et je te paye le prix que tu as besoin, il va vous servir forcément le meilleur. Ces critères que tu viens d'énoncer, forcément, ça se ressent dans tes produits. S'ils font des produits d'exception, du coup, peut-être payer un tout petit peu plus cher, mais qui sont valorisés par ce côté éthique de la façon que tu travailles et le respect de l'humain et de l'environnement. Oui, mais c'est comme je le dis, c'est une question de bon sens. Depuis des années, on nous parle de commerce équitable avec des produits qui viennent de l'étranger, d'Équateur, du Ghana et autres, mais on a oublié de faire du commerce équitable chez nous. Donc, à un moment, nous, on fait du commerce équitable chez nous, on achète au juste prix, des gens qui travaillent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire, on a une majorité de nos fruits qui sont issus de l'agriculture biologique, et au minima, ce qui n'est pas agriculture biologique, c'est agriculture raisonnée. Mais c'est une logique complète, c'est-à-dire que même sur l'ensemble de Maison Perrotte, tous nos emballages, nos packaging, nos supports de communication sont 100% issus du recyclage, donc 100% recyclables. Okay. Donc c'est une logique complète de toute la chaîne. Donc à un moment, on ne peut pas se dire je travaille avec la nature et puis se dire derrière je pollue. C'est pas possible. Donc on essaye à chaque fois qu'on crée quelque chose, à chaque fois qu'on crée un produit, qu'on cherche un produit, on essaye d'avoir une logique complète sur l'intégralité de la chaîne jusqu'au client. En se disant, même nos colis Internet, voilà, nos cartons Internet sont 100% issus du recyclage, les particules de calage sont 100% biodégradables. Voilà, c'est la logique. Même notre film à palette pour les professionnels est compostable. La vocation de cette saison de Je vous conduis, c'est vraiment d'embarquer vers un nouveau monde. Alors, je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu es à cheval. Est-ce qu'il y a vraiment des ambitions que tu as pour ce monde de demain, toi en tant que Stéphane, ou pour Maison Perrotte? Alors moi, pour Maison Perrotte, je dirais un peu comme
comme j'ai dit à mon banquier, on va dire la semaine dernière, il me dit « Ah, c'est une belle réussite ». Je dis « Non, c'est pas une réussite ». Je dis « Ça, c'est dit pour le moment, fais le travail, ça serait une réussite si dans 50 ans, je suis plus là et que Maison Perrotte est toujours à son niveau d'excellence, on va dire, et dans la même démarche et la même vision ». Je dis là, voilà, ça serait une réussite, on peut dire que ça serait une réussite. Okay. Voilà. Après, moi, je pars du principe que je suis que de passage. Le monde, il appartient à mes enfants, il va appartenir à mes petits-enfants. Donc j'essaye de laisser une trace positive, une trace avec de la bienveillance, voilà. Essayer d'éduquer mes enfants avec les valeurs qui m'ont été transmises. Maintenant, effectivement, le monde est de plus en plus compliqué parce que il y a des choses que, alors ça va faire un peu vieux crouton sur l'histoire. C'était pas mieux avant. Oui, le monde a évolué, mais il y a certainement des choses et le monde s'est accéléré avec beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, par exemple, les choses comme ça, qui sont, attention, des objets magnifiques en termes de travail, ouais. Mais ça dépend de l'usage. Ouais, ça dépend de l'usage. Je dirais peut-être qu'on a besoin de revenir aux valeurs, aux bonnes valeurs, les valeurs de travail, les valeurs de respect, la bienveillance vis-à-vis des autres, et puis juste voilà, de reprendre un peu de bon sens dans ce monde-là. Ouais. Tu es aussi champion du monde de confiture, ça on l'a pas dit, mais c'est quand même très important. Est-ce que c'était pour toi un peu le Graal pour avoir cette renommée internationale, ou t'as encore d'autres ambitions comme celle-là ? En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut avoir ? Je dirais qu'on peut toujours progresser. Moi, je pars du principe que je dirais que je suis sans doute meilleur maintenant, on va dire à l'heure actuelle, que je n'étais en 2015, quand j'ai remporté les championnats du monde. Honnêtement, le titre de champion du monde, c'est pas du tout quelque chose que je visais. Moi, comme je te l'ai dit au début, je voulais juste gagner ma vie, faire vivre ma famille. Un peu, voir ce que... J'ai fait des concours pour voir si mon niveau de qualité était vis-à-vis des autres... bien ou pas bien, quoi, voilà. Avec aucune prétention en disant je veux être le meilleur, voilà. Je voulais juste bien faire les choses. Ça a plutôt bien fonctionné, donc après, voilà, la démarche, elle est toujours d'aller plus loin dans notre démarche qualité, dans notre démarche RSE, dans la démarche humaine aussi au niveau de Maison Perrotte. Je prends l'exemple, bah voilà, j'ai Christelle Mont, ma seconde de cuisine, qui est arrivée il y a 7 ans dans la maison pour coller des étiquettes, et puis qui en 2022 a remporté aussi les championnats du monde. Ah ouais. Donc si tu veux, là c'est aussi, on a un savoir-faire, mais on sait aussi le transmettre. Et ça, je te dirais que je suis même plus heureux qu'un prix pour moi. Voilà, le fait de transmettre, de donner aux générations futures. Là, on vient de rentrer une petite jeune qu'on va former à nouveau sur les cuissons. Peut-être que d'ici quelques temps, elle se lancera dans les championnats du monde aussi. Elle aussi championne du monde. Peut-être, on verra bien. Et alors, dernière question. On parlait du nouveau monde ou du monde de demain. Si tu pouvais ou si tu devais emmener un seul objet là-bas, ça serait quoi ? Un livre. Un livre. Un livre, parce que c'est la seule chose qui reste après les hommes. Et tu sais quel livre ? Alors, quel livre ? Ça, c'est compliqué. Mais je te dirais très certainement un livre de poésie avec Arthur Rimbaud. Ouais, je crois qu'on en a un par là, il me semble. Vagabond. Tiens, ah ben voilà, je vais très t'offrir. Merci beaucoup, Stéphane. Je t'en prie, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir, et puis bon courage pour la suite. Et puis plein de bonnes choses et de bonnes petites cuillerées de confiture que je viendrai goûter avec plaisir. Eh ben, tu viens quand tu veux. Eh ben, voilà. Je veux bien venir tester à La Réunion aussi les producteurs. Si oui, il fait plus chaud. Oui, il fait plus chaud. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.